Bonjour, je suis Sylvie Devel, je travaille au Centre d'addictovigilance des Hauts-de-France et je vais vous présenter les dernières données concernant le protoxyde d'azote en Hauts-de-France. Le protoxyde d'azote est mésusé depuis 2017, initialement sous forme de petites cartouches métalliques utilisées dans les siphons à chantilly. Et puis, dans un second temps, cet usage de petites capsules métalliques a laissé la place à un nouvel usage qui est l'usage de bonbonnes de protoxyde d'azote. Ces bonbonnes sont apparues sur le marché donc vers 2020. Elles sont de plus en plus nombreuses. Il existe de nombreuses marques et de nouveaux conditionnements sont en cours également d'apparition. Pour vous repérer, une petite capsule métallique de protoxyde d'azote contient 8 grammes de protoxyde d'azote. Elle permet de gonfler un ballon. La bonbonne noire que vous pouvez voir sur le diagramme du milieu, elle contient entre 580 et 680 grammes de protoxyde d'azote pur, ce qui représente un équivalent en capsule métallique de 80 à 100. Et les nouvelles formes ou présentations de ces bonbonnes sous forme de tanks qui peuvent contenir jusqu'à 4 kg de protoxyde d'azote représentent un équivalent de 500 petites capsules. Ces nouvelles présentations favorisent la consommation réitérée. Cette consommation est facilitée, on n'a pas besoin de manipuler de nombreuses petites capsules. Elle favorise la consommation en quantité importante ou répétée, que ce soit au sein d'un groupe ou au sein ou pour un même individu. Dans cette enquête, nous avons sur l'année 2022-2023 que je vais vous présenter ensuite, nous avons pu mettre en évidence effectivement des consommations parfois massive avec non plus 10, 20, 30 petites cartouches consommées par occasion, mais 1 bonbonne, 2 bonbonnes, 3 bonbonnes, 10 bonbonnes, pour certains sujets utilisés donc à chaque occasion. Donc je vais vous présenter effectivement cette enquête que nous avons réalisée sur les cas colligés en 2022 et jusqu'en septembre 2023 au sein de notre centre d'addictovigilance. Nous avons inclus les dossiers qui étaient suffisamment documentés afin de pouvoir justement scorer l'imputabilité du protoxyde d'azote dans les complications présentées. Nous avons retenu 161 cas, 99 en 2022 et en 2023, 62 cas, avec des cas bien sûr concernant les Hauts-de-France et notamment le département 59 qui comment dire, était surreprésenté du fait d'un mésusage important dans dans ce département et également du fait d'une part de notification importante depuis la filière protoxyde d'azote des Hauts-de-France qui reposait sur le système hospitalier de la grande métropole lilloise. Le nombre de cas augmente au fil du temps, avec un maximum en 2022, avec une centaine de cas. Il est difficile pour le moment de statuer sur les tendances en 2023, l'année n'étant pas terminée notamment. Les usagers de cette cohorte sont jeunes. Leur âge va notamment de 18 à 26 ans. La part des mineurs reste à la marge. Le sexe ratio est de 1,33 avec une part de sujets masculins de 57% qui est en diminution au fil des années avec une consommation de protoxyde d'azote qui se féminise. Ces données sont également retrouvées au niveau national, au niveau des centres d'addictovigilance et des centres de toxicovigilance ou au niveau des données de consommation en population générale, données de Santé publique France en 2022. Les motifs de consultation ou d'entrée dans le soin sont souvent en relation avec les intoxications aiguës ou avec les intoxications chroniques. Les cas sont graves dans 86% des cas. Dans 76% des cas,
Il existe des symptômes neurologiques en lien avec une consommation régulière ou chronique de protoxyde d'azote. Dans 27% des cas, il s'agit d'intoxication aiguë et dans 27% des cas, des troubles de l'usage de substances, c'est-à-dire un abus, un détournement, une dépendance, sont signalés. En termes de complications neurologiques, vous le savez, les complications, sont, le fait de, l'atteinte médulaire, donc de l'atteinte neurologique centrale ou de, l'atteinte, neurologique périphérique avec différents symptômes. Parmi ces cas d'atteinte neurologique en lien avec, un usage régulier ou chronique de protoxyde d'azote, il existe une sous-population qui représente à peu près un cinquième de la cohorte, qui sont des sujets qui ont présenté des récidives d'atteinte neurologique, c'est-à-dire qu'après une première atteinte neurologique qui a souvent évolué de façon relativement favorable grâce à l'arrêt des consommations et à la mise en place d'un traitement, ces sujets ont rechuté leur consommation et ont de nouveau présenté une atteinte neurologique dans les suites. Il y a également eu des patients qui ont présenté une aggravation d'un tableau neurologique connu à l'occasion d'une poursuite des consommations, alors que ces patients connaissaient l'impact de la consommation de protoxyde d'azote en termes de complications neurologiques. Certains patients ont présenté des séquelles ou des handicaps. Voilà. Donc, chez ces patients, il a souvent été mis en évidence des troubles de l'usage de substances, c'est-à-dire ce sont des patients qui, à un moment donné, ont perdu le contrôle de leur consommation, on consomme plus qu'ils n'avaient prévu, du fait d'envie notamment impérieuse de consommer, et ces consommations vont prendre un espace important dans leur vie, avec des complications qui peuvent être personnelles, médicales, amicales, professionnelles. Donc les troubles de l'usage sont à l'origine non seulement de complications propres liées aux troubles addictifs, mais également de risques de récidive de tableaux neurologiques. Nous avons pu aussi mettre en évidence que certains sujets consommaient de la vitamine B12 dans l'espoir de se protéger d'éventuelles complications en lien avec la poursuite de leur consommation. Il est important de pouvoir leur signaler que en cas de poursuite de consommation du protoxyde d'azote, l'automédication en vitamine B12 ne protège pas d'éventuelles complications. Comme on vient de le voir, chez certains sujets, il existe des troubles de l'usage de substances. Ces troubles ont pu être mis en évidence dans 27% des cas, avec notamment des consommations quotidiennes, régulières, qui peuvent être massives, prolongées, des consommations malgré des rechutes ou malgré la survenue d'une complication. Une pharmacodépendance avérée était mise en évidence dans 20 cas, parfois sévères. Ces données nous ont été confirmées par l'équipe d'addictologie du CHU de Lille du professeur Cotensin, puisque l'équipe de liaison qui intervient régulièrement auprès de ces patients quand ils acceptent la consultation a pu relever effectivement l'existence de nombreux cas de pharmacodépendance et notamment de pharmacodépendance sévère. Les troubles de l'usage sont importants à repérer puisque ils exposent à la poursuite des consommations, à la rechute des consommations avec un risque toxique majoré, et ces troubles de l'usage doivent. Donc en conclusion sur les données 2022-2023, on peut mettre en évidence donc un mésusage persistant avec des complications graves comme on l'a vu. Et les différentes données nous permettent d'affirmer que le protoxyde d'azote est bien une substance psychoactive et qu'il est effectivement à l'origine de troubles addictifs, donc une substance pas si anodine qu'on pouvait le penser. D'autres problématiques ont été mises en évidence, comme effectivement la féminisation de la consommation de protoxyde d'azote et de ses complications, l'absence de données concernant la fertilité ou la tératogénicité dans cette population. Des troubles cognitifs ont été signalés, les AVP, les traumas et les chutes sont
sous-diagnostiqués. Certains cas de neutropénie ou d'agranulocytose ont été mis en évidence, tout comme des brûlures cutanées. Dans la cohorte des patients de 2022-2023, nous avons eu quelques cas de thrombose et c'est pour moi donc l'occasion de faire un point sur cette complication rare mais grave. En effet, depuis 2018, 7 cas de thrombose veineuse ont été notifiés au centre d'addictovigilance. Il s'agissait de thromboses veineuses atypiques, car survenant chez des sujets jeunes. Elles étaient par ailleurs atypiques de par leur localisation, avec 2 thromboses veineuses cérébrales, plusieurs embolies pulmonaires, plusieurs thromboses veineuses périphériques d'un ou deux membres. Dans 2 cas seulement, il existait un facteur de risque majeur ayant pu participer à la survenue de la thrombose, à savoir des troubles de la marge du fait de l'atteinte neurologique liée au protoxyde d'azote. Pour les autres patients, plus nombreux, il n'existait pas de facteur de risque majeur ayant pu intervenir dans la survenue de la thrombose, et dans certains cas, un bilan de thrombophilie qui a pu être réalisé était négatif. Par contre, chez la totalité des patients, il existait une hyperhomocystéinémie importante, voire majeure. Par ailleurs, dans 4 cas, il existait une récidive de thrombose, dont 3 récidives sous traitement anticoagulant. Dans un cas, cette récidive survenait chez un patient toujours exposé au protoxyde d'azote dans le cadre d'une addiction sévère, et dans 2 autres cas, à l'occasion d'une nouvelle exposition au protoxyde d'azote dans le cadre d'une rechute. Donc, chez un patient jeune présentant une thrombose, il est nécessaire de questionner le sujet concernant la consommation de protoxyde d'azote et de corroborer ces éléments au plan biologique, le cas échéant. Dans la littérature, ce sont une quarantaine de cas de thrombose qui ont été publiés, majoritairement veineuses comme on a pu le voir précédemment. Il existe cependant quelques cas de thrombose artérielle avec des cas d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral ou de thrombose artérielle d'un membre. Au plan physiopathologique, le protoxyde d'azote, de par ses effets enzymatiques et métaboliques via l'inactivation de la vitamine B12, entraîne une accumulation d'homocystéine qui, dans la littérature serait l'un des facteurs impliqués dans le surrisque de thrombose présenté par ces sujets mésusant du protoxyde d'azote. En conclusion, le mésusage de protoxyde d'azote peut entraîner une thrombose via les troubles de la marche, via l'existence d'une hyperhomocystéinémie, et la question se pose dans le cadre de la féminisation de la population mésusant du protoxyde d'azote, de la survenue de thrombose qui serait favorisée par une contraception œstroprogestative qui viendrait en plus des précédents facteurs dont nous venons de parler. Je tenais à vous informer également de l'existence de la filière protoxyde d'azote en Hauts-de-France. Cette filière est née en 2020 suite à des échanges entre praticiens de disciplines différentes du CHU de Lille qui étaient amenés à rencontrer des sujets consommant du protoxyde d'azote et qui présentaient des complications initialement assez peu connues. Et il s'agissait initialement de discussions informelles qui ont ensuite été structurées autour des effets et des complications liées à l'usage du protoxyde d'azote. Ces échanges nous ont permis, dans un premier lieu, de faciliter le repérage des cas, d'informer les professionnels recevant ces patients et de définir une prise en charge diagnostique, clinique ou paraclinique, et thérapeutique. Cela a également permis de structurer le parcours de soins du patient initialement aux urgences, puis à venir facilitera sans doute la prise en charge aussi en médecine libérale. Cette filière a permis de générer un support pour les professionnels de santé. Il existe également un volet recherche où celle-ci est concentrée notamment sur la définition des marqueurs biologiques de l'intoxication, la définition de marqueurs qui pourraient être des marqueurs de gravité et également des marqueurs qui permettraient de réaliser le suivi des patients et d'adapter la prise en charge thérapeutique de ceux-ci. Cette filière est structurée en Hauts-de-France.
avec une participation active du CHU de Lille, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille et de l'hôpital de Roubaix. Des contacts ont également été pris avec d'autres structures hospitalières qui sont en cours de consolidation. Si vous voulez participer à cette filière, vous pouvez prendre contact à l'adresse suivante: protoxyde d'azote @CHU de Lille. Une dernière petite information, la loi du 1er juin 2021 qui interdisait la consommation et la vente de protoxyde d'azote aux mineurs a été complétée et à partir de janvier 2024, la vente ne sera autorisée aux adultes que dans une quantité restreinte, à savoir 10 cartouches de protoxyde d'azote. Il s'agit bien sûr des petites cartouches métalliques pour siphon à chantilly. Tout autre conditionnement deviendra donc interdit. Une dernière information, vous êtes conviés à participer à la journée de formation du 30 novembre 2023 qui a été mis en place et réalisé par différents membres de la filière protoxyde d'azote. Cette journée comprendra une session de formation pour les professionnels de santé qui sera suivie d'un échange grand public. Vous pouvez avoir toutes les informations et la possibilité de vous inscrire à l'adresse notée sur cette diapositive. Enfin, voici quelques numéros utiles, si vous voulez des renseignements sur la filière, si vous voulez notifier des cas, si vous voulez avoir des renseignements concernant la conduite à tenir, si vous êtes effectivement face à un patient intoxiqué au protoxyde d'azote, et également des renseignements intéressants sur l'information que vous pouvez donner auprès de vos patients. Ces informations sont issues de la campagne de presse de l'ARS Hauts-de-France. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pu nous transmettre des informations concernant le mésusage de protoxyde d'azote ou des notifications, et je remercie les membres de la filière protoxyde d'azote et notamment le docteur Guillaume Griche qui a beaucoup participé à la constitution de cette filière. Je vous remercie.